Allez, c'est parti, je vais mettre les Dutch & Dutch dans des cartons parce que demain je pars en démo. Je vais aller voir Benoît Bell qui a installé une cabine dans le sud-ouest à côté de Biarritz. Je vais aller faire 8 heures de route pour lui faire tester ses enceintes. Il veut upgrader son monitoring et donc je vais aller essayer de faire vendre ses Dutch & Dutch 8C et de faire que ce soit ses prochaines enceintes de monitoring. Pour rappel, les Dutch & Dutch c'est un peu mon gagne-pain puisque non seulement c'est mon outil de monitoring principal, mais c'est aussi les enceintes pour lesquelles je suis commercial indépendant. J'aide en fait l'importateur-revendeur en France, Fred Perrin, aka Sound Partisan, à vendre ses enceintes, ou plutôt à faire les démos et faire l'intégration. Et donc Fred a eu un message de Benoît Bell, qui via Alex Goffer notamment a eu entendu parler de ces enceintes. Il veut les essayer pour voir si ce sera ses prochaines enceintes de monitoring. Et donc je suis envoyé dans le sud-ouest pour aller faire une installation de ces enceintes et faire en sorte que Benoît puisse travailler avec quelques jours. Petit message de moi dans le futur, Benoît n'a pas pris les Dutch & Dutch, il a choisi les Keifree BXT. Alors je m'y attendais un peu, je savais en partant que j'avais 50% de chance de vendre les 8C et que j'étais en concurrence avec mon ami Stéphane Stripston qui était passé quelques jours avant moi. Voilà, j'ai tenté ma chance, quitte à rater une vente, c'est mieux quand c'est pour un copain et pour des enceintes aussi cool que les Keifree. Et enfin les Keifree avec leur extension de graphe BXT, c'est au moins 2 fois le prix des 8C, donc voilà, c'est de bonne guerre. En tout cas, c'était un plaisir de faire une démo chez Benoît car c'est un très bon ingé et un super hôte. Allez, maintenant c'est le moment de préparer la tool, la valise avec tous les petits accessoires dont j'aurai besoin pour la démo. Alors qu'est-ce qu'on a dans la tool? On a évidemment multiprise, câble Ethernet, ça sert à contrôler les Dutch & Dutch à distance, donc les réglages à l'intérieur. Ça sert aussi pour Roon, si on utilise avec Roon, mais là ce sera pas le cas, ce sera juste pour utiliser les réglages à l'intérieur. On a une petite mallette avec plein de petits outils, on a aussi quelques petits accessoires comme notamment un bouchon Ethernet pour allonger des câbles Ethernet et on a des bouchons AES EBU, donc ça c'est pour faire un pont de connexion sur de l'AES EBU et fermer un circuit d'AES EBU. Donc pour rappel c'est un signal audio numérique stéréo qui est utilisé sur les Dutch & Dutch et dans plein d'autres appareils professionnels. Ça permet d'envoyer de l'audio numérique et pour les Dutch & Dutch c'est ce qu'il faut puisqu'on évite comme ça des conversions analogiques numériques inutiles. Voilà. Et ça donc je le mets sur la deuxième Dutch & Dutch, c'est-à-dire j'arrive en numérique sur la première Dutch & Dutch et l'autre va recevoir le signal depuis la première enceinte et ensuite je push la connexion out de la Dutch & Dutch avec ça. Et on n'oublie pas le plus important pour une démo Dutch & Dutch, un petit switch Ethernet qui va me permettre de connecter les Dutch & Dutch et d'autres appareils, mon ordi, et aussi un petit routeur Wi-Fi, ça me permet de créer un petit réseau Wi-Fi local. Donc si le client il n'a pas un réseau Wi-Fi fonctionnel ou qu'il y a des pare-feux qui font que j'arrive pas à me connecter dessus et à repérer mes Dutch sur le réseau, et je peux créer mon réseau Wi-Fi, piloter tout ça à distance. Donc voilà, c'est un moyen de rendre d'ailleurs les Dutch & Dutch wireless entre guillemets, c'est-à-dire un peu Wi-Fi. C'est un peu de la bidouille, mais ça fonctionne. Ah, et j'allais oublier le plus important, le mètre à mesurer. Alors ça va me servir pour renseigner dans les réglages internes de l'enceinte la distance mur frontal enceinte et aussi mur latéral enceinte. Et l'enceinte en fait elle va adapter un peu sa réponse dans le bas du spectre en fonction de cette distance là, puisque le couplage des murs va augmenter le bas, elle va éventuellement baisser le bas par exemple si elle est très proche d'un mur. Donc toujours utile quand on fait une démo ou une installation des Dutch & Dutch d'avoir un petit mètre à mesurer. Allez, maintenant c'est le moment de démonter les pieds. Et voilà, je suis prêt et départ demain, je vais charger demain matin et ensuite direction la benne. On est chez toi, ton studio mais aussi ta maison. C'est ça, on est chez moi, ma maison, on est sur le palier à l'étage, entouré des chambres des enfants, de notre chambre et cet espace que j'ai transformé en home studio de luxe. C'est ça, de luxe. Exactement. Alors du coup, t'es ingé son, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu fais pas mal de mastering, c'est ça? En ce moment, je fais principalement du mastering, on va dire 60% de mastering, et puis j'ai 25% de mix réel, 25% de production personnelle. Ok. Sur mon temps.
Et on te connaît aussi comme étant le fondateur de Microcosme à Lyon. C'est ça, exactement. En fait, avant de vivre dans le sud-ouest, ici, depuis 2019, j'avais créé en 2010 des studios à Lyon qui s'appellent Microcosme, que j'ai opéré et géré jusqu'en 2019. J'ai cédé la main à Julien, qui s'occupe maintenant des studios lyonnais, et avec Johannes, qui était avec moi sur le projet de Lyon, on est venu créer des antennes à l'océan. Voilà, parce que là, on est où? On est à la Benne, entre Hossegor et Biarritz. Ok. Voilà. Ouais, le cadre est assez joli. On le voit pas ici, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, voilà, tu fais pas mal de mastering, donc tu as un peu un setup orienté sur ça, mais on a quand même pas mal de machines, quelques trucs de mix. Est-ce que tu nous parles un peu de la pièce, comment t'es arrivé là? Au début, c'était provisoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme toute migration familiale, l'objectif c'était d'abord de trouver un lieu où vivre avec toute la famille. Et puis avec Johannes, l'objectif c'était de développer un studio en commun. L'état du foncier actuel, le Covid, tout un tas de trucs n'aidant pas, j'ai fini par m'installer de manière provisoire ici pour pouvoir m'inscrire dans la continuité de ce que je faisais à Lyon, terminer les projets que je n'avais pas terminés. Pouvoir aussi, moi j'avais la volonté de faire un peu plus de musique, être un peu moins 100% dans le studio avec les artistes de 8h à 20h tous les jours, d'avoir changé un peu de mon approche du quotidien, avoir un peu plus de temps libre pour ma famille aussi, et remettre un peu de la musique dans ma vie de technicien, puisque depuis 20 ans de studio, j'avais pas eu l'occasion vraiment d'exprimer tout un tas de choses que j'avais envie de dire. Donc ouais, l'idée ici, c'était d'abord de me refaire une petite cabine à minima, entre guillemets, et comme Julien, qui reprenait le studio de Lyon, avait beaucoup de matos, j'ai plus ou moins vidé une grosse partie de ce qu'il y avait à Lyon, et j'ai tout rétréci. On avait une grosse Trident 80 qui est devenue une Chilton QM3, on avait un Studer à 80 MK4 2 pouces 16 pistes qui est devenu un super cool Tascam 1 pouce 8 pistes. Enfin, l'idée c'était de me refaire un setup assez sexy, hybride, mais qui rentre dans une pièce de 30 mètres carrés au lieu d'un studio de 150. Voilà. Et puis de réincorporer autour de tout ça tous mes jouets, tous mes instruments. Moi, je suis essentiellement claviériste et un peu bassiste, batteur. Là, j'ai pas les batteries sorties, mais en général, j'ai un setup de batterie qui est posé pas très loin. Et tout est câblé, tout est prêt à être enregistré sur la Chilton avec mes petits effets. Tout est prêt et il n'y a plus qu'à faire de la musique, envoyer des midis, jouer des parts. Et voilà. C'est pour ça que du coup, je fais pas mal d'arrangements pour d'autres, et puis beaucoup de musique pour moi. Est-ce que tu me parles de quelques-uns de tes synthés? Ouais, alors je peux... Il y en a un qui est sur le départ, là, même si je l'aime beaucoup, mais moi je suis pas... Je suis un faux collectionneur, j'aime bien les beaux objets, et j'adore les voir arriver, mais j'adore aussi les voir partir, pour faire de la place à de nouvelles choses, pour se libérer de textures, en découvrir d'autres, etc. En l'occurrence, OB6 là, qui s'en va, après avoir beaucoup servi sur pas mal d'albums. Mais voilà, j'ai envie d'autre chose, et puis j'ai pas envie d'avoir des claviers jusqu'au mur non plus. J'essaie d'être un peu raisonnable. Donc c'est un clavier qui est très cool, mais voilà, il fera pas partie de ma Desert Island List. Alors c'est quoi ça, ta Desert Island List? Desert Island List. T'as droit à 2 synthés. 2 synthés. 2 synthés, ça serait mon Juno 106, que je surkiffe. Voilà, parce que j'ai été bercé à la variété des années 80 et que j'adore ça. J'adore ce synthé, je trouve qu'on fait plein de choses, il a un grain monstrueux et il y a plein de choses qu'on peut pas faire, mais c'est pas gênant, je trouve que l'essentiel est là. Et puis le Desert Island numéro 2, qui est en train de déclasser un peu le Juno, parce que je l'ai pas depuis longtemps, mais Prophet 10. Voilà, Prophet 10, c'est les Rev 4, c'est les nouveaux, qui sont super, il y a tout ce qu'il faut dedans comme il faut. Les bons composants aux beaux endroits, donc on a la même chose qu'à l'époque, avec plus de la fiabilité, ce qui est pas mal, parce que sur un vieux Prophet, c'est quand même l'enfer. J'ai essayé d'acheter plusieurs fois des vieux Prophet 5, et c'était vite décourageant, quoi. La chauffe,
l'objectif pour moi, c'est de pouvoir faire de la musique, pas frimer. Ouais, pas de frimer devant mon truc en me disant quand il sera accordé, je pourrais espérer faire une note. Donc là, voilà, je me suis offert ça il y a pas longtemps et ça défonce. Super, c'est super bien. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs que j'aime bien. Donc j'aurais du mal à me séparer. Et après, j'aime aussi énormément le Korg Trident. Korg Trident qui est un synthé classique, mais qui a une section string et brass assez classique, beaucoup utilisée par R. Mais il y a aussi une section synthé que je kiffe, qui est très simple, mais très efficace. On est sur des grains proches du MS-10. Et encore une fois, moi j'aime bien l'idée de Less is More. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire, mais je trouve ça assez cool. Quand il y a peu de choses, mais que c'est bien fait. Et là, c'est le cas. Puis il y a des espèces de trucs, une espèce de flanger un peu tout chelou. On sent que c'est les prémices de certains effets, avec des réglages un peu ésotériques. Et c'est pas le flanger comme on connaît, très abouti aujourd'hui. Et c'est assez marrant, assez trippé. Ok. Ouais, voilà. Très bien. Est-ce qu'on parle de ta chaîne master? Ouais, avec plaisir. Chaîne master, donc le mastering, c'est quelque chose qui est venu un peu sur le tard pour moi. Puisque ayant monté un studio, l'objectif d'un studio c'était avant tout d'enregistrer, de produire, de mixer, donc de rentabiliser les espaces. Le mastering c'était pas quelque chose d'évident, et puis il y a toujours un peu un truc de légitimité, on sait jamais si on peut adouber une production, si on a les compétences, si on a l'oreille, si on a l'écoute pour dire ce disque est terminé, et le dire avec aplomb, certitude. Voilà. Donc le mastering, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans et très ponctuellement quand on me sollicitait pour ça. Et c'était pas quelque chose que j'affichais faire de manière commerciale et ouverte. Donc je ne comprenais pas trop pourquoi on me demandait ponctuellement de faire des masters, mais je les faisais avec plaisir. Et puis, quand j'ai décidé de bouger ici en 2019, comme j'avais une forme de succession, de passation à faire entre Lyon, où Julien prenait les rênes de Microcosme, et comme Johannes s'installait, on développait un studio ensemble, et c'était son studio à Shorebreaker, pas très loin. Il fallait aussi un peu clarifier l'offre commerciale, et il fallait aussi que je reste à la fois présent vis-à-vis de la clientèle, mais que je m'efface un peu en termes de prestataire. Donc c'était intéressant aussi de proposer du mastering, donc de proposer la possibilité de tout faire au sein du catalogue Microcosme, plusieurs sites, plusieurs studios, de l'enregistrement, de la réal, du mixage, du mastering, Et donc voilà, je me suis mis à masteriser d'abord les projets de Julien, Johannes, qui étaient super satisfaits. Moi, j'ai commencé à y prendre de plus en plus de plaisir. Et quand je suis arrivé ici, j'avais d'abord surtout un gros setup de mix, beaucoup de machines analo, plein de choses. J'avais beaucoup de racks. J'avais la Chilton et plein de racks avec plein de trucs, évidemment, absolument pas crantés, un peu tripés, des trucs qui marchaient un peu quand ils voulaient. Mais moi, je suis plutôt en tout cas dans la réalisation et dans le mixage, je suis plutôt un fan des accidents, des erreurs. Je trouve que ça fait des charmes qu'on ne reproduira jamais autrement. Donc j'avais beaucoup de machines un peu dans cette idéologie-là. J'adorais, j'avais des compresseurs paille que je kiffais. Enfin, j'avais plein de trucs super, mais qui n'étaient pas du tout adaptés à une cadence un peu soutenue de projet de master, puisque pas de recall, puisque des machines un peu capricieuses. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à me décider à faire un peu de trade-off, quoi. De revendre des bouts de setup de mix. Et puis la première machine vraiment dédiée master que j'ai achetée, c'en est une qui est sur le départ là-bas, c'est un Elysia Alpha Comp. On la voit un peu cachée là-bas. Ouais, elle est au fond là-bas. Quelqu'un doit venir la chercher. C'est bon, elle est vendue ? Elle est vendue, mais j'ai un peu de difficulté avec
Je sais pas ce qu'ils ont là, les ingés britanniques, ils veulent absolument venir la chercher. Ah ouais? Et ça fait 2 fois que je me fais planter par des gars. Donc j'espère que... Après j'ai d'autres gens sous le coude, je vais les rappeler, puisqu'il était censé venir vendredi, puis hier, puis aujourd'hui, puis tu vois, il n'est pas là. Donc non, mais elle va partir. Et j'avais acheté un combo 100% Elysia, Musec, l'Alpha Comp. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Back CQ. J'avais cette console Dutch and Dutch. Dutch. Non, pardon. Dutch tout court, excuse-moi. Dutch tout court. Ouais, c'était ça mon setup de base. J'avais pris donc les convertos Merging Anubis avec un API qui, lui, s'occupait juste de la conversion pour les moniteurs. BackCQ, Alpha Comp, Musec. Et donc là, il te reste le BackCQ. Et il reste plus que le BackCQ. J'avais aussi un ND Amps Michelangelo, un truc un peu de saturation là, qui était pas mal. Et donc, c'était vraiment mon premier setup dédié et j'ai commencé à bien bosser avec ça, avec le plaisir du recall facile, cranté et tout. Et rapidement, j'ai été confronté, je pense plus à des histoires d'ergonomie, parce que toutes ces machines étaient super, et puis de manière générale, quand on commence à mettre entre 5 et 8 000 euros dans une machine, on peut s'attendre à ce qu'elle soit bien, à ce qu'elle sonne bien, c'est pas la question. La question, c'est plus moi, comment j'arrivais à travailler ou pas avec ces machines. Un truc tout bête, mais par exemple le Musec, je trouvais que c'était redoutable, l'EQ de chez Elysia. Mais ils avaient choisi que ce soit pas rotatif en négatif et en positif. On avait juste un sens de rotation et puis on switchait du boost au cut. Voilà, c'est un délire, c'est une ergonomie. Personnellement, c'est pas pour moi. J'aime bien faire des trucs assez radicaux. Puis en plus, moi j'aime bien commencer à chercher tout de suite beaucoup d'attitude et être très fort sur des trucs et puis revenir progressivement, être un peu plus sage au fur et à mesure, adoucir, recombiner les choses et revenir un peu sur les partis pris radicaux du début. Et c'est pour ça que je préfère pouvoir tourner vraiment à gauche, à droite. C'est peut-être aussi le fait d'avoir mon passif d'ingé de prise. J'aime pouvoir faire des EQ rapidement et pouvoir tout tourner. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu as du coup en EQ? Tu as 2 EQ? Aujourd'hui, j'ai 3 EQ. Donc j'ai, on va dire, l'EQ sur lequel je me repose le plus, c'est le Terry CEQ, qui est fait par Marshall Terry. Je sais plus si c'est l'ancien ou si encore actuel, mais en tout cas qui bossait chez Shadow Hill. Et qui est un peu un fou furieux de hi-fi et compagnie, et qui s'est mis à développer des pédales et cet EQ. Et c'est un espèce de condensé de plein de machines un peu mythiques. Il y a des bandes passives à la Pultec, il y a des bandes actives à la Neumann, il y a une espèce de petit EQ dynamique en négatif, voilà, avec des transfos. Il y a 2 circuits sur tous les EQ, on peut switcher entre paper coil et je ne sais plus quoi, enfin deux types de capacitors qui donnent chacun un tone un peu différent. Voilà, machine super efficace, qui peut être très subtile ou pas du tout. Moi, je trouve ça super. Et réunir plein de belles machines un peu mythiques, de fonctionnalités un peu cool dans un gros rack, je trouve ça assez cool. Ça pourrait vraiment être mon Desert Island EQ. Ça marche hyper bien avec, je trouve en combo avec, c'est une réplique de Soundtech qui a été faite par Sasa Ristic, qui est patron de B-Bird et Mother Audio en Serbie, qui est un type avec qui je travaille depuis un moment, qui m'a fait pas mal de répliques ou de petits produits. Tu vois, il fait aussi des magnifiques racks avec des alimes custom pour des racks Nive. Enfin, il fait plein de choses super. Très fort, très sympa. Donc là, un clone de Soundtech? C'est un clone de Soundtech qui a été un peu customisé. On a essayé plusieurs tensions sur l'alimentation. Le high shelf, on l'a placé à 18K et non plus à 16 ou à 20, je ne sais plus sur la machine originale. Je crois qu'il est à 16 sur l'original. Enfin, on a essayé plusieurs petites choses et au lieu d'avoir 5 Q, on en a 12.
Voilà. Donc c'est des petites choses très cool. Et ça fait un beau combo. Un beau combo, très beau combo. Et puis le bac CQ, je m'en sers vraiment de manière générale en filtre. Filtre coupe haut, coupe bas. Ok. Ouais. C'est un peu abusé de faire que ça avec ça, mais finalement, je fais que ça avec ça. Ça marche super, les filtres sont super. Ça m'arrive de temps en temps de faire un petit +1 ou -1 ou plus 1,5 dB sur tout un programme, mais ça reste assez rare. Et puis tu as 2 compresseurs juste en dessous. Ouais. Alors, compresseur Nive. Ça, ouais, 52-54, parce que en laissant partir l'Alpha Comp, que j'ai en fait pour financer une paire du coup je suis obligé d'aller là si on parle de ça, désolé. Alors d'abord on parle de ça et après on va naturellement aller vers... Ouais, parce qu'en fait mon rêve c'était d'avoir un gros VCA et un gros Varimu. Ouais. Voilà, c'est un peu ce que tout un G-Master aimerait avoir dans son rig. Et du coup j'avais chopé les Lysia et l'idée c'était d'avoir des VacuVox U23M que j'ai fait faire donc il y a un peu plus d'1 an et demi. Avec le Covid et les délais de Berry, j'ai mis un peu plus d'1 an à les avoir. Mais ils sont là, et dès l'instant où j'ai pu bénéficier des VacuVox, j'ai plus ressenti trop le besoin d'utiliser les Lysia. En tout cas, je trouvais que les Lysia avaient déjà beaucoup de fonctionnalités que j'utilisais pas. Et j'aime pas avoir des machines dont je tire pas profit à 200%. J'ai préféré du coup éclater l'idée de l'Elysia en plusieurs pièces. Donc confier, on va dire, le gros de ma compression master au VacuVox que je trouve fabuleux. Et si j'éprouvais le besoin d'avoir d'autres besoins de compression ou que ça marchait vraiment pas, ce qui est très rarement le cas, eh bien j'avais vendu des 2254 qui me manquait cruellement, parce que j'adore ce compresseur. C'est à l'époque où justement j'ai commencé à évacuer le matos de mix pour aller sur du matos de master. J'ai vendu les 2254, c'était une grosse erreur. Et du coup, j'essaye l'équivalent moderne du 2254, qui est le 5254 de chez Rupert Neve Design, qui a en plus la petite fonctionnalité super d'avoir un blend. Donc on peut, au sein de la machine, faire un dry wet. Donc ça, c'est très cool. Et sur les conseils de Berry, de chez VacuVox, j'ai aussi réussi à choper sur le Bon Coin danois un NTP 179-170, qui est un compresseur limiteur expander de la radio danoise, qui est vraiment une super machine. Son redoutable, très beau, très simple. Quand ça marche, c'est super. Quand ça marche pas, c'est très clair aussi. Donc, et celui-ci, en plus, je l'ai en insert dry wet, donc je peux aussi doser en parallèle. Et du coup, en gros, ouais, j'ai transformé donc l'Elysia en 3 machines, donc le 52-54, le 179-170 et le Portico 2 Masterbus de chez Neve, qui offre encore un autre délire avec 2 typologies, on va dire même 3, parce qu'ils fonctionnaient en RMS et en PIC, mais il y a un feed-forward, un feedback et RMS PIC, donc on a 4 attitudes de comp dans une seule machine, qui pareil dispose d'un blend, donc on peut vraiment doser vraiment de manière très cool. Pareil, on a un limiteur qui peut être assez efficace, dont je me sers parfois, et une petite section qui est top. On peut gérer la largeur stéréo, le centre, etc. Enfin, on a une petite matrice MS qui est vraiment très très cool. Et, pas négligé aussi, même si ça peut être très vite trop, mais on a quand même ce petit silk qui n'est pas une fonction à négliger. Ça peut vraiment donner une petite attitude vraiment très cool sur un mix. Voilà, à essayer en fonction de ce qui se passe. Mais du coup, voilà, j'ai 3 machines que je peux gérer en parallèle, plus les VacuVox. Donc en termes de comp, je couvre vraiment beaucoup de choses. De la diode, du VCA classique, un autre VCA. Ça fait une belle palette de couleurs. C'est très cool. Je suis très satisfait. Est-ce que tu nous parles du VacuVox alors? Comment tu l'utilises? VacuVox, je l'utilise, il est soit en tout dernier, soit en tout premier dans ma chaîne. Il est là sur l'insert 8, je peux le passer en pré, donc il passe avant tout le monde. Et comment je l'utilise? En fait, de manière générale, je l'utilise assez simplement. Il y a tout un tas d'options dessus, on peut l'utiliser sans la comp, mais finalement,
Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les choses assez simples. J'ai trouvé quelques sweet spots dans ma chaîne que je trouve super. Ça ne veut pas dire que je les casse pas quand ça marche pas, mais en général, c'est quand même assez cool de rester en low gain avec un input assez faible, 1.5 de ratio. On joue avec les attaques, les releases, et le DSR est assez cool aussi, assez redoutable. Ça marche vraiment bien. On peut vraiment timer des fréquences un petit peu harsh, c'est assez chouette. Moi, j'utilise quasiment tout le temps le sidechain, autour de entre 90 et 120. Donc ça libère vraiment le bas, un bas qui est très beau. Si on veut un son un petit peu plus squash, un petit peu plus tape, indie rock, ça peut être très cool de le mettre plus bas, de le mettre à 60, voire carrément de le bypasser. On a vraiment un truc sur le bas qui est vraiment pompeux, crémeux. C'est très cool, très très cool. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, des fois, je viens vraiment juste lécher de 1-2 dB quand j'ai déjà un mix qui se tient très bien. Parfois, je fais vraiment le sauvage jusqu'à moins 8 dB et ça marche bien. Ouais. C'est pas rien ça en mastering. Ouais, c'est cool, ouais, c'est super. Non, c'est vraiment super et c'est très beau. C'est très beau, très simple, très soyeux. On peut, si on veut un truc un peu plus serré, on peut linker. Du coup, on récupère un truc très droit, très centré. Si tu veux, sur certains projets un peu tripés, très mono. Mais pour de la musique un peu plus moderne, quand on veut une image assez large, on les laisse en mono avec des réglages appairés et il y a tout ce qu'il faut partout. Très bien. Est-ce que tu nous parles un peu des convertisseurs et de ta carte son? Au début, j'avais l'Anubis en principal, avec le API MK1 qui s'occupait, l'API s'occupait juste de distribuer aux enceintes. Et je fais ma conversion avec l'Anubis. J'avais aussi un Burl, un B2, que j'aimais bien, qui avait un côté un peu plus rock. Mais au final, je trouvais qu'il y avait... je trouvais pas forcément justifié d'avoir 3000 balles immobilisées dans un rack 1U que j'utilisais ponctuellement quand j'étais pas satisfait de l'Anubis, qui je trouve est vraiment très, très versatile. On est quand même très dans un délire hi-fi, il y en a partout, c'est plein partout, tout le temps. C'est pas du tout, il n'y a pas d'emphase, hein, c'est assez neutre de mon point de vue. Il y a des très belles transitoires, c'est peut-être là où ça peut paraître parfois un petit peu surfait, mais moi je me retrouve complètement dans le son de ces convertos. Donc j'ai fini par vendre le B2, le Burl, et puis j'avais aussi, comme je fais quand même pas mal de mix et de mix hybride et de réal, j'avais ma Chilton qui était pluguée sur une X16, là, une Apollo qui va partir. Donc il me faisait ma conversion 16 in, 16 out avec la Chilton. Et là j'ai passé le cap, j'ai acheté un API MK2 de chez Merging aussi, avec 16 in, 16 out de chez eux. Donc là c'est arrivé la semaine dernière, il y a encore le plastique dessus, je l'ai juste paramétré, je n'ai même pas encore pu la tester. Parce que là, à partir de jeudi, je vais être en mix avec Anna Miette et on va tout éclater sur la console. On va certainement faire de l'hybride, faire du magnéto, etc. Donc je vais pouvoir m'amuser avec ces nouveaux convertos. Je pense que ça va être cool. Oh bien. Et ouais, la conversion de ces machines est top. C'est hyper stable avec le Ravenage. C'est un protocole AES67. Là, tout est en Ethernet. On a une jolie matrice qui fait un peu peur au départ, la matrice de conversion, enfin pas de conversion, mais la matrice d'assignation des entrées-sorties. Ça paraît un peu, un peu austère, mais en fait c'est top parce qu'on peut streamer n'importe quel flux vers n'importe quelle machine, même si on a du réseau. Là je suis tout seul, mais dans un petit complexe avec multicabine. On pourrait vraiment envoyer plein de flux partout, ça serait top. C'est beaucoup utilisé finalement en broadcast. Mais Merging a fait pas mal sa percée dans plein de studios de master, plein de cabines. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment une très bonne machine. Est-ce que tu nous parles de tes guitares rapidement?
Ouais, bah, si tu veux. Guitare, en plus, alors je suis pas très bon guitariste, mais je peux t'en parler quand même. C'est juste que j'ai besoin, quand on a des idées ou quand les artistes qui sont là ont des idées, il faut pouvoir les réaliser. Squire, basse 6, voilà, guitare baryton. Ça, c'est rigolo. Pour faire du western, pour faire du cure, pour faire plein de trucs simples. En tout cas, c'est un instrument, moi du coup qui suis un piètre guitariste, je trouve que c'est un instrument facile et qui donne envie d'écrire plein de choses. J'adore. C'est assez rigolo. C'est peut-être la guitare que j'arrive le mieux à jouer. Ok. Ça, attention, ça c'est collector ça. C'est une Telecaster de chez Warrior. Je pense que c'est mes potes qui m'ont offert ça, mes potes d'enfance m'ont offert ça pour mes 17 ou mes 18 ans. J'avais organisé une grosse stuff et ils m'avaient offert ça. Donc c'est une guitare hyper cheap. Mais ça suffit pour faire des cocottes. Pas besoin de grand chose. Du coup, moi je suis meilleur en basse. Voilà, Mustang basse et basse récente, filet plat, short scale pour les nuls comme moi. C'est parfait. J'aime bien cette basse. Ça, c'est cadeau aussi de Marie. Tanglewood. Super gratte acoustique, très simple. C'est pareil, j'en joue pas très bien, mais j'arrive à faire des belles mélodies. J'ai plein de petits projets en cours qui j'espère sortiront bientôt avec cette guitare. C'est la magie du studio, même quand on est mauvais, on peut faire des super parts. Donc ça, je maîtrise bien la production de guitare pour les nuls. Ça, c'est sans doute l'instrument à cordes que je joue le plus. Viola basse de chez Greco. Alors, je sais plus quel est le nom de... Elles ont toutes des noms un peu barbares chez Greco, mais Greco, donc c'est la marque japonaise. Une des marques japonaises qui a vu le jour pendant l'embargo des États-Unis sur le Japon, et ils ont juste pris toutes les specs des marques célèbres, Hofner, Fender, etc. Et ils sortaient des copies à l'identique, made in Japon. Donc celle-ci, elle est de 75. Ça coûte pas très cher en comparaison d'une Hofner véritable, et ça sonne la mort. Donc ça, très cool. Filet plat aussi, pyramide gold, ça sonne super. Ça, bon, c'est une guitare d'étude nylon, très simple, c'est la guitare de ma fille. Voilà. Et bah, elle débute, mais c'est cool aussi pour faire des petites parts. On partage tout ici. Et après, je sais plus, je dois avoir une jazz bass là-bas qui traîne. C'est pas la mienne, c'est la jazz bass de Joe Duplantier de Gojira. Ok. Qui est un ami et qui me l'a laissé en pension là pour jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Et après, magnifique copie de Music Man. Donc on est dans le cheap, mais drôle. Voilà, j'avais acheté pour la déco et en fait, elle sonne super. Pareil, le short scale, donc pour les nuls comme moi, c'est très bien. Pas besoin de faire des grands mouvements. Ah, il y a ça aussi, c'est pas dans la catégorie des guitares. Ça s'appelle un home swinger. C'est Yuri Landman, qui est un luthier de Rotterdam, expérimental, qui fait beaucoup de guitares cheloues. Pas mal pour Sonic Youth, il a fait plein de trucs très très bizarres. Et donc ça, on avait fait un petit atelier à Lyon dans le cadre des Nuits Sonores. Et on avait fait un atelier où on construisait donc ce home swinger. C'est fait avec de la récup. Et voilà, on peut en jouer n'importe comment, de manière percussive, on peut faire ce qu'on veut. C'est un truc bien tripé pour faire de la percu ou des accords ou des trucs un peu dulcimères. Voilà, c'est très rigolo. Est-ce qu'on parle de la question épineuse du monitoring? Parce que là, on a les Dutch, Ouais. c'est aussi pour ça que je suis là, pour les faire essayer. Carrément. Mais il y avait les SM25 il y a quelques jours. Ouais. Donc là, tu es en train de changer de monitoring et du coup, tu hésites un petit peu. Ouais, exactement. Ouais, j'hésite un petit peu, effectivement. Donc, tu me fais le plaisir de venir jusqu'ici pour me faire essayer les Dutch & Dutch. Effectivement, là, j'ai des ATC SM25 qui étaient couplés avec des Subnoman et le tout était géré par un mini DSP d'Irak. Ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait en tout cas mieux que les MM27 que j'avais ramenés de Lyon, là, les Barefoot, qui ne marchaient pas du tout dans cette pièce. C'était difficile à comprendre d'ailleurs, parce que c'était des enceintes fermées que j'avais entendu sonner dans plein d'endroits, même un peu critiques.
Et ouais, ça marchait pas du tout ici, et donc j'ai cherché d'autres choses en 2020. J'avais trouvé un bon combo avec les ATC, et puis ça faisait très longtemps que j'avais envie du mid-range ATC. J'avais été grand fan des Quested de 2208 que j'avais eu un moment au studio. J'aimais bien ce crossover, la façon dont ça drivait à l'anglaise, tout ça. Comme c'était censé être dans la même philosophie, ATC, j'étais parti sur les 25 que j'avais essayé avec succès ici. Je trouvais qu'on était un peu là-dedans, effectivement, dans un upgrade là-dessus. Donc j'avais cette config qui marchait bien, mais ça manquait un petit peu d'impact, un petit peu de punch. Et surtout dans le bas, malgré le DSP et les subs qui n'étaient pas là pour fonctionner comme des subs, mais plus comme être une gestion des modes de la pièce. C'était plus là vraiment pour gérer le comportement de la pièce que pour délivrer du bas. Voilà, ça restait encore, il est là, il y en a, c'est pas la question, mais je ressentais le besoin d'une meilleure lecture du spectre, de meilleurs transitoires, le besoin d'aller plus loin, le sentiment d'être limité par de l'équipement. Donc on l'a tous, ça, ce fameux syndrome. On a tous l'impression d'être limité par des trucs. Il nous manque toujours un plugin, un machin, une bécane. Quand on l'aura, ça révolutionnera le truc. Bon, il y a beaucoup de faux, mais un peu de vrai. Et là, tu te sens limité par ton monitoring. Et là, je me sentais limité par mon monitoring, clairement. Alors je sais que ça venait pas ni de mes convertisseurs, ni de tout un tas de trucs. Ça vient en partie de la pièce, mais évidemment, ça vient de la pièce. C'est pas une cabine, c'est une pièce domestique, c'est pas une cabine avec une acoustique. Même si les traitements que j'ai faits sont simples et fonctionnent bien, on n'est pas sur une acoustique Northward ou Leluc ou ce genre de choses. Mais on a la chance de vivre dans un monde moderne où on nous propose des produits adaptés, des nouvelles enceintes qui embarquent du DSP, qui sont cardioïdes et qui du coup font abstraction quasiment de l'environnement dans lequel elles se déploient. Et donc la promesse est la suivante, c'est de pouvoir être installé un peu n'importe où, de fonctionner sans traitement et en plus d'apporter des solutions embarquées de correction. Donc sur le papier, ça déboîte. Et l'idée, c'était de voir si en vrai, ça marchait. Ok, donc là, le prochain jour, tu vas bosser avec, et puis tu auras ta réponse. Donc les prochains jours, je vais bosser avec. Déjà, t'es arrivé hier. Tu m'as fait le plaisir de les installer hyper vite, de faire des mesures, de faire tout un tas de trucs. On a écouté avec et sans les corrections. Alors évidemment, il y a des changements notoires, ça c'est clair. Après, sans correction, on est déjà sur quelque chose d'assez cool. Je me demande si je préfère pas, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est à voir, à affiner. Mais ouais, en tout cas, en termes de promesses, on y est, quoi. C'est-à-dire qu'on peut quasiment les jeter, faire un triangle de 1m80, 1m90 équilatéral et on travaille, quoi. Alors la pièce est un peu traitée, mais ça reste un endroit pas simple. Et moi, j'ai tout. Donc là, effectivement, la question, c'est voir comment ça se passe en bossant, voir surtout la translation après sur d'autres systèmes, voir comment je m'y retrouve. Mais les sensations sont là, il y a tout ce qu'il faut partout. Il y a une attitude, il y a un parti pris, comme je te disais, que je trouve vraiment très intéressant. Surtout, je pense, musique urbaine électro, avec vraiment, comme je te disais, j'ai testé les keys avant. J'ai la sensation d'un truc très, très flat, mais pas ennuyeux, hein, mais très, très neutre. Là, j'ai le sentiment d'un truc un peu plus club, si j'ose. Enfin, faut trouver des mots, c'est pas évident. Mais j'ai la sensation d'un truc un peu plus club, dans le sens un peu plus, je vais dire moderne. Non, ça c'est pas moderne, mais en tout cas avec un bas et un haut un peu plus soutenu, pas forcément d'emphase, mais en tout cas, voilà, on a plus envie de danser face à ces enceintes. Je pense que c'est plus facile d'être dedans qu'avec les keys. Donc, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Les prochains jours le diront. Mais en tout cas, c'est très lisible, très facile à bosser. C'est cool. Bravo. Top. Eh ben merci. Est-ce qu'on finit sur ces mots-là?
Ouais, finissons là-dessus. Bravo. Super. Et merci. Merci Benoît. À plus. Ok, à plus.